Bonjour. D'abord, cette pièce, c'est quoi? Le postulat de départ. Baron Conco, c'est pas gratuit, j'y reviendrai, veut marier son neveu Perdican. Salut. À sa nièce Camille. Bonjour. Ce qui n'a absolument rien de normal en France au début du 19e siècle. L'histoire commence donc par l'arrivée au village des tuteurs de nos deux tourtereaux, qui nous laissent tout de suite comprendre que leur histoire d'amour, ça va pas forcément hyper bien se passer, vous voyez. Première réplique de Blasius, tuteur de Perdican. Que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici premièrement un verre de vin frais. Première réplique de Dame Pluche, tutrice de Camille. Un verre d'eau, canaille que vous êtes. Un verre d'eau et un peu de vinaigre. Un moine accro au litron fut désigné pour le garçon. Mais de sa nièce au sermon fut soumise l'éducation. Comment put-il espérer qu'à son retour elle lui fît une fellation? Bref, Camille et Perdican se retrouvent devant le baron où il se passe à peu près ceci. Si ta beauté ne m'avait pas laissé sans voix, j'aurais su leur composer une ode à ta gloire. Viens dans mes bras, cousine, qu'on se câline. On ne touche pas. Même pas une petite bibise? Certainement pas. Tu vas me froisser la cornette. Bon. Oui, parce qu'à la base, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, les deux tourtereaux, mais avec l'éloignement de plusieurs années avec les tuteurs qu'on leur connaît, c'est tout de suite plus compliqué. D'ailleurs, il l'a mauvaise, le baron Concon, et il s'en va tout de suite apostropher la Dame Pluche avec sa plus belle prose. Mais qu'est-ce que t'as branlé, connasse? Ce qui peut surprendre au début du 19e siècle. Péché de chair de commettre à point. Ce qui, pour le coup, surprend nettement moins au début du 19e siècle. Pendant ce temps-là, Perdican, lassé de se faire jeter par sa promise, part draguer au village où il rencontre Rosette. Bref, Rosette donc, amie d'enfance de Perdican et sœur de lait de Camille. Pour ceux qui se poseraient la question, mais quoi que c'est qu'une sœur de lait? Eh bien voici la réponse. Eh bien Fred, c'est très simple. À l'époque, lorsqu'une femme riche ou noble accouchait, il n'était pas rare qu'elle donne son enfant à allaiter à une jeune mère du peuple. Car non seulement c'était mal vu d'allaiter son enfant soi-même dans la haute, mais en plus, la déformation potentielle des seins qui en résultait était une menace pour leur place dans la société. En effet, puisqu'elles dépendaient essentiellement de leur mari pour survivre, elles se devaient de conserver leur beauté pour éviter de se faire remplacer par une rivale plus jeune, de manière subite. Car à l'époque, il n'était pas rare qu'un homme pense avec sa bite. Et on va pas se mentir, c'est quand même toujours un peu le cas aujourd'hui. Un peu. L'enfant, allaité avec celui de haute naissance, devenait donc son frère ou sa sœur de lait, et au théâtre, il incarne soit quelqu'un d'une indéfectible loyauté, soit un éternel fouteur de merde. Et ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que, à son insu, Rosette sera les deux. Fin de la digression. Baron Concon, sur ses entrefaites, apprend que son fils est parti courir la gueuse, et qu'il risque de déshonorer son nom. En tant que père d'abord, mais également en tant que seigneur, le baron réagit avec dignité quand on lui annonce la nouvelle. C'est même pas vrai d'abord. Pendant ce temps-là, Perdican retourne voir Camille pour lui proposer un deal. Puisque nous ne pouvons pas être amants, soyons amis. Non, tu m'embêtes. Puisque c'est comme ça demain, je retourne au couvent. Ma chère Colombe, comme je suis fier de vous. En guise de remerciement, remettez-lui donc cette lettre de ma part. Pardon? Mais pourquoi ne lui avez-vous pas donné vous-même? Et puis qu'y a-t-il écrit dans cette lettre? Fais pas chier la pluche. Hors de question. Au même moment, Blasius, occupé à siffler discrètement la cave du baron, assiste à la scène et va en référence dernier histoire d'être sûr d'avoir une bonne place à table. Véridique. Et pour que vous puissiez bien situer toute la non-profondeur du personnage du baron ainsi que le taux d'alcool présent dans le père Blasius, je vais vous en faire un extrait parce que quand même il mérite. Seigneur, j'ai une chose singulière à vous dire. J'étais tout à l'heure à l'office. Je veux dire à la galerie. Qu'aurais-je été faire à l'office? Et j'avais trouvé par hasard une bouteille. Une carafe d'eau, je veux dire une carafe d'eau. Comment aurais-je trouvé une bouteille à la galerie? Je vous pose la question, hein. Bon, je buvais donc un coup de verre. Un verre d'eau. Pour passer le temps, hein, en regardant par la fenêtre entre deux vases de fleurs qui me paraissaient d'un goût moderne, bien qu'ils soient imités de l'étrusque. Quelle insupportable manière de parler vous avez adoptée, Blasius! Mais vos discours sont inexplicables. Écoutez-moi, Seigneur, prêtez-moi un moment d'attention. Je regardais donc par la fenêtre. Excusez-moi, par la fenêtre. Alors ne vous impatientez pas, au nom du ciel, il y va de l'honneur de la famille. De la famille? Mais voilà qui est incompréhensible. De l'honneur de la famille, Blasius. Savez-vous que nous sommes 37 mâles et presque autant de femmes? Tant à Paris qu'en province? Permettez-moi de continuer.
Pendant donc que je buvais un verre d'eau pour chasser la digestion tardive, imaginez-vous que j'ai vu passer sous la fenêtre Dame Pluche hors d'haleine. Pourquoi hors d'haleine, Blasius? Ceci est insolite. Et à côté d'elle, rouge de colère, votre nièce Camille. Attendez, qui était rouge de colère? Ma nièce ou Dame Pluche? Votre nièce, Seigneur. Ma nièce, rouge de colère. Mon cela est inouï. Mais comment pouvez-vous être sûr que c'était de la colère? Elle pouvait être rouge pour 1000 raisons. Sans doute avait-elle poursuivi quelques papillons dans mon parterre. Oui, cela se peut, oui, je ne peux rien affirmer là-dessus. Mais elle s'écria avec force, allez-y, trouvez-le, vous êtes une satange! Et elle frappait son éventail sur le coude de Dame Pluche, qui faisait soubresaut dans la luzerne à chaque exclamation. Dans la luzerne? Et que répondait la gouvernante aux extravagances de ma nièce? Car cette conduite mérite d'être appelée ainsi. Eh bien, la gouvernante répondait, je ne veux pas y aller, je ne l'ai pas trouvé, il fait la cour à les filles du village, les gardeuses de là-dedans. Et elle froissait dans ses mains un petit bout de papier plié en 4. Je n'y comprends rien, mais mes idées s'embrouillent tout à fait. Quelle raison pouvait avoir Dame Pluche de froisser un papier plié en 4 en faisant des soubresauts dans la luzerne? Non, décidément, je ne puis ajouter foi à de pareilles monstruosités. Mais enfin, Seigneur, ne comprenez-vous pas clairement ce que cela signifiait? Non, en vérité, non, mon ami, je n'y comprends rien. Tout cela me paraît être une conduite désordonnée. Il est vrai, mais sans motif comme sans excuse. Cela veut dire que votre nièce a une correspondance secrète. Bougre de corps. Un peu plus tard, dans un coin à l'abri des regards indiscrets, Perdiccand retrouve Camille, qu'il a mandé via la fameuse lettre. Et là, les copains s'ensuit un dialogue sur l'amour et la manière d'aimer d'un autre monde. Je serais infoutu d'en faire la synthèse, tellement c'est beau et que ça sonne juste. Et c'est d'ailleurs grâce à cette scène si la pièce est devenue si célèbre. Si vous êtes un peu fleur bleue et que vous avez jamais posé les yeux dessus, franchement n'hésitez pas, hein, ça dure 6 pages et ça fout une claque. Pour les plus hésitants et les plus flemmards, je vais vous faire juste la dernière réplique, histoire de vous donner un petit avant-goût, quoi. Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera un de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds-leur ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il est au monde une chose, sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres, si informes et si imparfaits. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et lorsqu'on est sur le bord de sa tombe, qu'on se retourne et qu'on regarde en arrière, on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai aimé. C'est moi qui ai vécu. » Et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. Une ellipse plus loin, Blasius, qui s'est fait gauler à piquer dans la cave, se fait foutre à la porte par le baron à grands coups de pompe à boucle. Baron qui, par la même occasion, l'accuse d'avoir inventé toute cette histoire de correspondance secrète. Mais Blasius va donc intercepter Dame Pluche qui porte un nouveau billet pour tenter de récupérer sa crédibilité et sa place à table. Perdiccand les sépare et récupère la lettre, destinée pour le coup sur du couvent, ce qui finit d'enfoncer Blasius, l'ouvre et y découvre à peu près ceci. Mais bien, chère sœur, stop. Lui ai brisé le cœur comme prévu. Stop. Serai de retour demain, jour des frites. On va voir si elle m'a brisé le cœur, cette espèce de putite. Perdiccand écrit donc une lettre à Camille pour lui donner rendez-vous le lendemain. Rendez-vous auquel il se rend avec Rosette, et avec laquelle il conclut, sous les yeux de Camille qui les épie. Ce qui a tendance à légèrement l'agacer. Alors, ma colombe, prête à partir? Elle retarde donc son départ, et use du même stratagème envers Perdiccand, lui faisant confesser son amour pour elle alors que Rosette les épie. Rosette s'évanouit sous le choc. Ça peut arriver au début du 19e siècle. Alors que Rosette est inconsciente, Perdiccand qui la découvre, jure à Camille de l'épouser pour acheter sa faute. S'ensuit une scène assez significative. Si cela se fait, je deviendrai fou. Employez votre autorité. Je deviendrai fou et je refuserai mon consentement, voilà qui est certain. Vous devriez lui parler et lui faire entendre raison. Cela me jettera dans le désespoir pour tout le carnaval. Je ne paraîtrai pas une seule fois à la cour. C'est un mariage disproportionné, mais jamais on a entendu parler d'épouser la sœur de lait de sa cousine. Cela dépasse toute espèce de borne. Faites-le appeler et dites-lui que ce mariage vous déplaît. Croyez-moi, c'est une folie, il ne résistera pas.
Je serai vêtu de noir cet hiver. Tenez-vous-le pour assurer. Mais parlez-lui au nom du ciel. C'est un coup de tête qu'il a fait. Mais peut-être n'est-il déjà plus temps. S'il en a parlé, il le fera. Camille essaiera par la suite de le dissuader de ce mariage. Rosette également, car le bruit court partout que Perdiccand aime Camille, qu'il la déshonore en la prenant pour femme et que plus personne ne voudra d'elle à l'avenir. Ce qui peut faire chier au début du 19e siècle. Perdiccand s'entête et part avec Rosette pour la présenter à son père. Camille le fait rappeler et finit par lui confesser son amour, à la plus grande joie de ce dernier qui réitère son vœu de l'épouser. Rosette, qui l'a suivi et a entendu sa conversation, se suicide. Découvrant le corps, Camille abandonne Perdiccand et retourne vivre au couvent. Et ça se termine vraiment comme ça. Moralité, il ne faut pas prendre Rosette pour un jambon. C'est ce qui s'appelle filer la métaphore.